Chers fans de foot, bonsoir et bienvenue dans cette 87e édition du Clubhouse de Dribble pour débriefer la 14e journée de BGA League qui a lieu avant la 13e journée de BGA League. Il faut que vous suiviez. Pour suivre, il y en a un à côté de moi, il est déjà en PLS à l'idée de laisser le championnat pendant 2 mois. Il veut en profiter au maximum encore demain et dimanche. C'est le boulimique de football, le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris, bienvenue. Salut Marco, c'est vrai que la trêve, à chaque fois on se dit c'est bien pour se ressourcer, puis en fait on sait déjà que 2 mois, à la fin ça va commencer à être long, donc profitons de nos derniers matchs tant qu'on peut encore les jouer. Ouais, parce que je te vois déjà avoir l'image de ces mèmes où on voit la solitude en attendant la reprise du championnat. Bien, à ma droite, il y en a un qui va également en fin d'année repartir vers le soleil couchant comme un pauvre cowboy solitaire. Il lui reste 3 émissions à tenir, c'est le journaliste stagiaire Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas. Kofi Annan, exactement. Tu grandis dans la petite référence, le monde. Ouais, ça va, il reste 2 petites journées de BGA League avant de s'envoler vers de nouveaux horizons, en l'occurrence peut-être de l'Eredivisie au printemps. Intéressant, tu seras notre correspondant local alors. Poursuivi Vendreau. Et NS aussi. Et puis notre invité, lui aussi, il lui reste 2 matchs. Il a 32 ans et pourtant il va raccrocher les crampons dimanche. Il a vécu 169 matchs dans l'élite, dont 37 avec le Ham Benfica, 150 rencontres sous le maillot de la jeunesse Esch, car croyez-le ou non, cet homme n'a connu que 2 clubs dans sa carrière senior. Après avoir été formé à l'Olympique Lyonnais et au CS Sedan, monsieur, excusez du peu, il est arrivé au Grand-Duché en 2013. C'est Emmanuel Lapierre. Bonsoir Manu, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Alors malheureusement après une défaite contre Strasson où vous aviez pourtant montré de belles choses, mais quand même la jeunesse qui se fait oublier là en 7e position et qui peut prétendre à venir titiller les gens du haut de tableau. C'est un petit peu un objectif que vous avez en cette fin de saison ? C'est clairement un objectif sur les 2 derniers matchs, franchement de prendre un maximum de points. Le minimum serait 3 points, mais on ne veut pas se limiter. Maintenant oui, la 7e place, on est vraiment dans le milieu de tableau. Sur certains matchs, je pense qu'on a su montrer qu'on pouvait grappiller des points aux grosses équipes pour essayer de se rapprocher de la 4e place. Maintenant, il faut confirmer, c'est pas toujours évident, on l'a vu contre Strasson. On joue bien, on les embête, on repart avec 0 points. C'était le cas contre Differdange. Voilà, il y a encore du travail. On va beaucoup parler de toi Manu puisque tu vas prendre donc ta retraite du football. On va parler évidemment de la jeunesse Esch, ton club, de la lutte pour le maintien après cette 14e journée, de la course au titre autour de Differdange, de la PH, de la Ligue 1 Dames, des routes Levinen, de l'émotion, des rires, de la poésie. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. On va s'intéresser d'abord à notre invité, une fois n'est pas coutume, car Emmanuel Lapierre va prendre sa retraite dans 2 matchs. Donc Manu, c'est, je l'ai dit, 169 matchs de BGL League, 150 sous le maillot de la jeunesse, il y a eu 6 matchs d'Europa League également, avec des déplacements au Kazakhstan, en Irlande, un 2e tour au Portugal, au Guimarães, 18 buts pour un arrière-gauche, c'est pas mal. Et donc on a envie, moi j'ai envie, que la première question, ça soit quel est ton plus beau souvenir en carrière, même s'il reste encore 2 matchs et peut-être tu auras un souvenir extraordinaire. Qui va mettre une retournée de 40 mètres. Voilà, un triplé à pétange. J'ai frôlé un but pas mal contre Strasson sur une frappe. Ça aurait pu être un beau souvenir de fin. Non, le plus beau souvenir, il y en a 2 qui me viennent rapidement à l'esprit. Il y a la campagne européenne où on se qualifie contre le Tolbo au Kazakhstan et puis après on va jouer Guimarães qui est top club, on va pas se mentir, et jouer là-bas ça a été dans leur stade, waouh, vraiment du pur kiff. C'était un rêve en plus. Oui, non, tu arrives à la jeunesse, tu te dis. C'est un rêve. Oui, quand je suis arrivé même au Luxembourg, c'était un objectif de jouer l'Europe et de jouer contre des équipes comme ça, de ce calibre-là. C'était vraiment un kiff total. Avec l'ambiance, les supporters qui sont fanatiques au Portugal, qui nous ont mis une pression comme si on était Braga ou Sporting. Non, on est arrivé en bus, on s'est fait insulter, pas caillasser, mais presque. Il y avait la police qui était là. Pour nous, jeunesse, c'était incroyable, c'était assez ouf. Donc, et le deuxième la saison avant la campagne là,
où on a une super équipe, mais sur le terrain, en dehors du terrain, on était vraiment ultra copains, et je pense que ça s'est vu sur les terrains, quoi. On était champions à la trêve, on finit 3e malheureusement. On a vraiment kiffé toute la saison tous ensemble, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu garder le groupe un peu plus longtemps. Ouais. Toi, Manu, tu n'es pas professionnel, tu es ingénieur en construction. Ingénieur, ouais. Tu viens d'être heureux papa, félicitations pour la Merci. deuxième fois. Deuxième fois. Tu as été victime d'une grave blessure au ménisque qui t'a éloigné des terrains pendant quasiment 3 ans. Alors, c'est quoi le déclic pour te faire accrocher les crampons ? Le déclic, il est arrivé déjà après les opérations. Vraiment, j'avais à cœur de revenir sur les terrains, de rejouer, mais de reprendre du plaisir. Chose que j'ai réussi à faire. Donc en 2022, tu reviens ? Ouais, pas évident après 3 opérations, même si c'est que le ménisque. Il y a quand même quasiment 3 ans entre mes derniers matchs et quand je rejoue sous l'ère Strasser. Et en fait, à partir de là, je me dis, bon, il n'y a pas de souci, je rejoue, mais on va pas forcer 10 ans de plus sur le genou avec la même intensité. Donc il y a déjà cette réflexion, quand est-ce qu'on arrête, quel est le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment, et là par la force des choses, j'ai eu la chance avec ma femme d'avoir un deuxième enfant, et c'est vraiment là où la réflexion elle est arrivée à terme, et j'ai dit bon ok, à un moment donné il faut raccrocher, il y a des priorités, mais un peu à contre-cœur, parce que malgré tout la flamme elle est toujours là. Et j'ai fait 4 ans, j'aurais pu en faire 5, j'aurais pu en faire 6. Mais oui, il faut savoir rester pied sur terre et se dire, ok, c'est le bon moment. Alors là, tu raccroches les crampons. Est-ce que ça veut dire que tu t'éloignes définitivement du foot au Grand-Duché, ou tu risques quand même de revenir dans d'autres fonctions ? Je raccroche, je vais rester proche de l'équipe, surtout pour la deuxième partie de saison. J'ai des copains, je tiens au club et au groupe. Mais il n'y aura pas d'autres fonctions sur le court terme. Sur le moyen terme peut-être, mais pour l'instant il n'y a vraiment pas de discussion. Je ressens quand même le besoin de faire une pause, autant physique que mentale. Ouais. C'est quand même un rythme de fou que je m'impose à moi et à ma famille. Voilà, et puis ça dure depuis, si je prends ceux d'année, ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne quasiment tous les jours. Oui. Mais je le fais avec grand plaisir, mais après 15 années, ça fatigue. Le corps fatigue. Sûr, ouais. Alors tu parlais de Jeff Strasser, justement, tu en as connu des coachs à la jeunesse depuis 2016, alors entre autres, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu des grands noms, Carlo Weiss, Marc Thomé, Grandjean, Henri Bossy, Pedro Resende, Arnaud Bordi, et puisque là tu vas quitter le groupe, tu peux peut-être nous dire, allez, c'est lequel qui t'a le plus marqué Le plus marqué, vraiment, Strasser, même si j'ai quasiment pas joué avec lui comme coach, comme je revenais de blessure, mais parce qu'on a été dans une période très difficile quand il était là, et il a été très fort dans la tempête, très proche des joueurs, très protecteur, et en plus de ça, il est aussi bon coach, vraiment, il est bon coach, et ça, vraiment chapeau, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui n'auraient pas fait autant que lui. Alors il y a d'autres coachs qui ont mis fortement la main à la pâte en venant à la jeunesse, mais lui, il était, je pense, au-dessus de la mêlée à la jeunesse. Et comment est-ce que tu pourrais qualifier le projet de jeu de Reynold Breuil qui est arrivé, on le rappelle, au mois de juillet ? Alors, d'une certaine manière, très simple. Il a les idées très claires. Je ne vais pas parler du fait qu'il veut lancer des jeunes, ça c'est une autre philosophie, mais son plan de jeu est très simple. On sent qu'il a connu le haut niveau. Ouais. Il est très exigeant sur certains détails. Et en même temps, il nous donne beaucoup de liberté sur le terrain. Mais j'adhère énormément parce que il se mélange pas. Des fois, il y a des coachs qui, aujourd'hui, on joue A, demain, on joue B, l'équipe, elle change, l'adversaire et ceci et cela. Non, lui, c'est très simple, très, très carré. Et c'est ce qui nous fait du bien et c'est ce qu'il nous faut, surtout quand on joue avec beaucoup de jeunes. Très bon coach, très bon coach. Dommage que j'ai pas pu jouer un peu plus avec lui, ou qu'il soit venu un peu plus tôt au club, voilà, mais très bon coach. Justement, tu parlais du rajeunissement de l'effectif qu'il y a eu cet été. Ouais. Comment ça se passe pour un joueur comme toi qui est un joueur d'expérience ? Est-ce que du coup tu dois un peu plus avoir ce rôle de grand frère ou... Ouais, carrément, il faut avoir un peu ce rôle de grand frère, d'exemple. Pour ma part, je pense que ça se fait assez naturellement. J'aime bien discuter avec tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas évident au quotidien, parce qu'on a un groupe qui est quasiment scindé en deux. Je crois qu'on a que 2 joueurs qui ont dans les 25-26 ans. Ouais.
Sinon, c'est jusque 22 et au-delà de 28. Donc, c'est assez particulier. Mais il y a un bon groupe. Mais on se rend compte qu'avec 5-6 années d'écart, on a des idées totalement différentes. Là, Je le vois même au niveau du journalisme. Mais voilà. Donc, mais le groupe vit bien. Mais le coach nous a mis vraiment, nous les anciens, face à nos responsabilités pour encadrer ces jeunes. Et il a mis les jeunes face à leurs responsabilités, qu'ils ont une chance de jouer. Il faut qu'ils écoutent les anciens et il faut qu'ils mouillent 2 fois plus le maillot pour prouver qu'ils méritent d'être là. Parce que c'est une équipe dont on ne parle pas souvent parce qu'elle se fait un peu oublier et qui est pourtant la 2e meilleure défense du championnat avec 12 buts encaissés, donc juste derrière le FC Differdange. Et alors on n'en parle pas aussi parce que en fait il n'y a que 13 buts marqués. Ça pêche un petit peu en attaque. Alors est-ce que, messieurs, on retient la défense de fer qu'on n'attendait pas à ce niveau ou l'attaque trop jeune et qui pêche devant le but? Ouais, je pense que quand même 12 buts en 13 matchs, c'est très peu. T'as une ossature défensive. Alors, il y a eu beaucoup de départs cet été, mais globalement, t'as perdu Garros, mais les mecs qui sont en défense, c'est des mecs qui connaissent le club, qui ont l'habitude de jouer ensemble aussi. Et je pense que c'est quand même un signal. Quand t'as une bonne base défensive, normalement, si tu prends pas de but, tu peux pas perdre. C'est le plus important. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Après, effectivement, devant, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi. Peut-être qu'on cherche encore les automatismes. Il y a eu beaucoup de recrues offensives. Omozania, Flick, Elchan, c'est des nouveaux joueurs. Donc peut-être faut le temps que ça se mette en place. Mais déjà, quand tu pars sur une bonne assise défensive, pour moi, tu as la base de ce qu'il te faut. Et après, effectivement, peut-être trouver un peu les automatismes devant. Mais c'est plutôt encourageant parce que moi, quand j'ai vu le mercato très jeune de la jeunesse, je me suis dit... Attention, si tu commences mal le championnat, t'as des mecs qui se connaissent pas trop. On l'avait vu avec le Racing il y a 2 ans. Exactement, tu peux vite être embourbé dans une mauvaise série et des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer le maintien, ça peut être compliqué. Et là, ça fonctionne plutôt pas mal. On va dire milieu de tableau. Ouais, je te rejoins plutôt sur ce point-là. Quand je les avais vus jouer, la jeunesse, un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est cet esprit de combativité dans l'équipe. On sent un groupe vraiment soudé. Et là, je pense au match contre Mondorf à la frontière où vraiment... Pendant tout le match, c'est quand même des assauts de Mondorf sur la surface et on sent que le groupe ne bronche pas, ne craque pas et arrive à répondre en contre avec des Elchan, des Flics qui vont très vite devant, même si, comme tu l'as dit, c'est peut-être encore un peu jeune, un peu tendre et ça manque cet esprit de tueur, d'avoir une action et de pouvoir la concrétiser. Mais on sent qu'il y a des belles promesses, d'avoir un super état d'esprit, une équipe qui va se battre vraiment et une fois qu'on aura cette efficacité devant, je pense qu'on pourra vraiment les voir. Peut-être pas tout de suite être en mesure de jouer l'Europe, mais sur un projet à plus long terme, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, d'avoir une équipe vraiment très compétitive et qui propose un football alléchant. Bon, alors il reste 2 matchs avant la trêve. Pétange, demain, contre une équipe qui est très mal en point, donc c'est le moment de prendre des points. Et puis un match que je vais qualifier, parce que je suis journaliste et que j'aime bien ce genre de marronnier, un match à 6 points contre le Progrès, puisque à l'heure actuelle, vous êtes à 3 points du Progrès, et qui pourrait hypothétiquement vous propulser à la 5e place en cas de contre-performance de Mondorf. Bon, bah tu l'as dit, hein, Manu, en introduction, oui, ça serait une belle manière de terminer cette mi-saison. Ouais, carrément. Il y a de l'enjeu dans ces 2 derniers matchs. Attention quand même à Pétange. Pour moi, ça reste le match piège par excellence, surtout chez eux. Donc il faut prendre les 3 points, ça c'est clair, mais ça va vraiment pas être facile. On va prendre match après match, mais c'est clair qu'après si on prend les 3 points, on va à Differdange pour jouer contre Niederkorn avec les Crocs, surtout qui nous ont éliminés en coupe. Oui. Voilà, donc il y a une petite revanche dans l'air malgré tout. Un match qui avait été quand même assez accroché. 1-0 finalement en fin de match, ou en tout cas dernier tiers du match. Ouais. C'est ça qui est... Il y a de l'enjeu sur ces derniers matchs, donc c'est intéressant quand même de bien finir. Ouais, mais on va parler de Pétange, on va parler de toutes ces équipes qui ont gros à jouer sur cette fin de première partie de saison, tout de suite après une page de publicité. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise.
De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec notre invité de la jeunesse Esch, Manu Lapierre, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Merci Manu, mais on va pas parler de la jeunesse là tout de suite, on va parler de clubs qui sont un peu plus en difficulté dans la lutte pour le maintien. Alors je vais intégrer évidemment le quatuor en queue de peloton, donc Kergeng, Redange, Pétange et Mamers, mais également d'autres équipes qui sont sur de mauvaises dynamiques. Alors je pense au Victoria Rosport qui vient d'accumuler 5 défaites en 5 matchs, donc 5 défaites consécutives. Le Swift Espérange qui n'a engrangé qu'un seul petit point contre Ostert dimanche sur les 6 derniers matchs. Alors messieurs, la première question que je vais vous poser, c'est selon vous, qui est le plus mal en point ? Mamers en vrai. Mamers, tu Oui, alors regardes... attends, on va la refaire. Si on oublie Mamers, qui est le plus mal en point ? C'est vrai que sur la dynamique, je pense que Rosport est vraiment pas au top. Après moi, pour ça on en parlait en off, mais Rosport, j'ai l'impression de les avoir vus 11e depuis 3 ans. Et au final, ils s'en sortent du coup toujours un peu comme ça. Donc ils avaient fait un très bon début de saison. Là, c'est vrai qu'ils perdent pas mal de matchs. Mais par exemple, une équipe comme Pétange, moi, elle m'inquiète plus. Même si, pour le coup, à contrario, sur les derniers matchs, ils ont joué beaucoup de gros et il y a eu quelques matchs accrochés. Ils ont réussi à gratter quelques points. Pétange, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué, qu'on ne sait pas trop où le club va depuis quelques mois. Déjà, la saison passée, c'était un peu saison galère. A contrario, des équipes comme, qui ont à peu près le même nombre de points, qui ont 1 ou 2 points de plus, comme Redange ou Kergeng, je vois des signaux plus positifs. Ah d'accord, parce que j'ai cru que tu allais encore citer toutes les équipes. Mais justement, pour moi, c'est plus Pétange et Rosport, si je dois, sur les dynamiques. Avant de donner la parole à Thomas, Manu, tu as connu des changements de direction, de présidence, tu as connu même la présidence grecque à la jeunesse. Là, on vient d'apprendre que Jean-Paul Colbuch a démissionné de ses fonctions de président, lui qui était l'historique le plus ancien en BGL League. Est-ce que ça modifie la façon d'appréhender les matchs ou est-ce que les joueurs, vous y pensez ça quand il y a un changement de présidence ? Sur le court terme, non. Ouais. En courte saison, non. Je ne pense pas. Ok. Maintenant, c'est sûr que quand ça arrive à l'intersaison, le nouveau président, quand il arrive, généralement, il vient avec plein d'idées, plein de bonne volonté. On va dire ça comme ça. Et donc forcément, ça implique du changement. En cours de saison, je ne pense pas. D'accord. Donc là, ce serait plus valable pour Adokojo qui est arrivé donc, depuis l'an passé. Et qui est dans un rôle quand même un peu particulier. Un peu hybride, aussi, puisque là, il est sur le banc depuis, c'est quand même, depuis que son entraîneur a été remercié. Alors Thomas, pour toi, qui est là ? J'ai envie quand même de dire attention au Swift. Parce que on a souvent parlé en courant septembre d'un Swift qui montrait plutôt un bon visage par rapport aux faits extrasportifs qu'on connaît. Mais ça, c'était sous Hakim Menaille. Et depuis cette affaire qui a vu le départ de Menaille, on sent que la dynamique est totalement différente. Ils ne gagnent plus de matchs. Et quand on voit la densité en bas de tableau, on se dit qu'il suffit que les équipes du bas fassent une série peut-être de 2 ou 3 bons matchs, sachant que la saison est encore longue. Et si eux ne prennent pas les points, ils pourraient vite se retrouver dedans. Donc ouais, attention quand même. Moi, j'abonde quand même dans le sens de Thomas avec une petite nuance quand même, c'est que pour moi, ils ont un gros atout que les autres clubs qui vont jouer le bas de tableau n'ont pas, c'est qu'ils ont un gardien top niveau en fait. Ouais. Donc sur les luttes pour le maintien, etc. Ça joue énormément. T'as un mec qui est international malgache, qui est un des meilleurs gardiens du championnat depuis des années, du pire. Forcément, ça va aider sur les moments chauds où après c'est vrai que la dynamique est vraiment pas bonne, mais gardien quand même peut aider sur ce genre d'objectif. Oui. Bien, justement, on parle des changements de staff avec ces clubs mal en point. Alors, tu as cité Mamers en premier, même si ensuite je t'ai interdit d'en parler. Ouais, j'en parle. Donc, avec Frédéric Herinx qui est arrivé il y a quelques semaines. Le Racing qui s'est débarrassé de Yannick Kakoko pour prendre Sébastien Grandjean, à qui on souhaite un bon rétablissement après son hospitalisation. Donc là, en ce moment, le Racing est pris en charge par Delvin Skenderovic. On parlait d'Adokojo à Pétange. Il y a également donc, au Swift Hakim Menaille qui a été remercié après l'affaire avec Boisati. Et donc, c'est El Foukari qui a pris les rênes de l'équipe. Est-ce que ces changements de staff, là, ça ne sont pas de mauvais indicateurs pour la suite de la saison ? De toute façon, quand tu changes de staff, c'est que souvent, il y a un truc qui ne marche pas et le premier fusible que tu fais sauter, le plus simple, c'est le coach. Hein, tu ne vas pas faire partir 20 joueurs. Donc, forcément, le signe de quand tu changes de coach, c'est souvent que ça ne va pas. Est-ce que vaut mieux avoir cette stratégie-là d'essayer de casser la mauvaise dynamique directement ou, à contrario, comme des clubs comme font Kergeng ou Redange, font confiance au staff en place et essayent de continuer malgré tout. Ça se discute. Moi, pour le coup, j'ai quand même l'impression que les clubs qui ont réussi à garder leur coach, ou en tout cas qui ont fait confiance au même staff depuis le début de saison, c'est ceux que je vois se sauver. Comme Vandenbroek, Kergeng, Redange, exactement, Ostert.
Eurosport, je pense que avec ces dynamiques-là, c'est des clubs qui ont l'habitude, mine de rien aussi, de jouer le maintien. Auxerre, Eurosport, ils ont l'habitude. Donc je pense que sur ces dynamiques-là, les staffs qui sont toujours en place ont un temps d'avance en fait. Parce que comme nous l'a dit Fred Herinx la semaine passée, quand tu arrives en cours de saison, lui, voilà, il l'a dit, les 3 matchs là avant la trêve, c'est du bonus. Enfin, Oui, il peut pas mettre en place. il peut pas, c'est compliqué, il a pas la prépa physique nécessaire, donc. Mais à contrario, donc là, au Racing, visiblement, il y a eu l'électrochoc. Et puis l'année, il y a 1 an et demi, quand Arnaud Bordy prend les rênes après le départ de Marc Thomé, eh bien, la jeunesse fait une deuxième partie de saison incroyable. Ah, c'était plus un électrochoc là. Oui, c'est Ouais, non, je pense aussi, je reviens à ce qui a été dit, le staff, quand il est en place, quand on lui donne de la confiance et du temps de travail, je pense que ça finit quand même souvent par payer. Ouais. Le changement de staff, moi, je pense qu'il faut le faire, mais derrière, il faut qu'il y ait cette préparation, cette trêve. Donc, malheureusement, s'il faut changer de staff, c'est si possible encore, on va dire, en fin de première partie de saison. Changer de staff en deuxième partie de saison, là, c'est très, très compliqué. Donc, pour les équipes qui ont changé d'entraîneur, va falloir, je pense, faire une grosse préparation. Pas seulement physique, mais sur le plan tactique et peut-être même mental. Oui. Mais oui, nous, ce qu'on a vécu avec Arnaud, ça a été le cas. Il est venu, il a vraiment rajouté une couche d'intensité et de motivation et on a vraiment bossé dur. On a eu des résultats qui ont été peut-être un peu chanceux et qui sont tournés en notre faveur dans la série. Mais à la base, il y a un gros travail qui a été effectué par le staff et le groupe. Et derrière, ça paye. Arnaud, tu penses qu'il va retrouver un banc en BGL League ou ce sera plutôt de l'autre côté de la frontière ? Les deux sont possibles. J'ai pas échangé sur le sujet avec lui, mais pour moi, il a les capacités pour reprendre un banc en BGL. On rappelle qu'il est parti de son plein gré parce qu'il voulait se consacrer à son métier et à sa famille. Oui, voilà. Donc, je pense que le moment venu, si la pause est pas trop longue, s'il arrête 5-6 ans de coacher, c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il a les capacités pour reprendre un banc en BGL. Voilà, donc à lui de voir. Et puis laisse-le se reposer un peu, Arnaud. Oui, non, mais bien sûr, mais je suis sûr que ça le démange et qu'il y a des places qui vont se libérer. Alors pas forcément en bas de tableau, mais aussi en haut parce qu'il y a des clubs qui veulent avoir des ambitions plus grandes que celles des actuels coachs. On en parle dans un instant après cette petite page de réclame. À tout de suite. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec notre invité Manu Lapierre et puis mes acolytes Boris Saint-Jalm et Thomas Kaufmann. Merci de nous être fidèles. Alors, on va aborder maintenant le haut de tableau en BGL League avec une question pied dans le plat comme d'habitude. Vous savez que c'est ma spécialité. Et je vais vous demander, messieurs, c'est l'heure du débat, si Differdange est en train de perdre sa couronne. Alors, je ne dis pas que Differdange est en crise, mais avec des prestations collectives qui peuvent laisser un petit peu sur sa fin, des individualités qui sont un petit peu moins bonnes que l'an passé, et puis des concurrents à l'affût. Allez, je vous laisse la parole. Est-ce que Differdange est en train de perdre sa couronne ? Thomas ? Ils l'ont pas perdu, mais ils l'ont pas encore gagné. Je dirais plutôt ça comme ça. Dans la mesure où pour l'instant ils sont toujours premiers, ils n'ont pas encore connu la défaite, donc au niveau comptable, pas d'urgence. Mais c'est sûr que dans le fond de jeu, on sent quand même cette équipe bien moins dominante que l'an passé, avec des cadres qui sont à un niveau moindre. On peut penser à Leandro notamment. Et oui, ils tombent sur des équipes qui peut-être les attendent plus, qui n'hésitent pas à leur rentrer dedans. Je pense à Rodange il y a une semaine, le progrès ce dimanche. Surtout qu'il y a ce match crucial qui se profile dès ce mercredi. Et Strassen, voilà, c'est peut-être le moment de les prendre, Differdange. Si Strassen veut être champion, voilà, c'est maintenant qu'il faut qu'ils le prouvent. Ils peuvent faire un grand coup dès demain et voilà, ça va être intéressant à suivre. Pour moi, ils sont pas en train de perdre leur couronne, mais t'as déjà un gros premier tournant qui arrive là demain contre Strassen, où en fait... Donc en gros, ma question est trop tôt. Non, c'est pas ça, mais moi je pense pas qu'ils... Certes, ils sont dans une mauvaise dynamique. Enfin, ça va, ils ont fait 2 matchs nuls. Voilà, ça n'a pas dû leur arriver beaucoup ces derniers mois, c'est sûr, mais voilà. Mais là, en fait, s'ils vont taper Strassen là-bas, en fait, ils mettent le 2e et le 3e à 7 points. Et là, mine de rien, là, on se dit, en fait, ils auront le même nombre de points d'avance que la saison passée à peu près, à pareille époque. Donc là où je rejoins Thomas, c'est que tu les sens moins dominants, moins souverains que la saison passée.
Le match à la maison contre Dudelange où ils en prennent 2 en 2 minutes dans le temps additionnel, ça arrive jamais l'année passée, C'est vrai. la saison passée. C'est vrai que tu as des petits signaux d'alerte modérés qui te font dire ah ouais, c'est pas le même Differdange que la saison passée. Après, pour le coup, ça, et Thomas l'a dit aussi, ils sont toujours invaincus. Et puis c'est eux qui ont la ceinture, quoi. Ils sont double champions, personne ne les a fait chuter, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est eux l'équipe à battre en vrai. Alors, entièrement d'accord. Après, je voudrais pas qu'on pense que ma question est orientée pour faire perdre sa couronne à Differdange, mais pour aussi mettre en valeur ce qu'il y a derrière. Parce que Bisson, on en a parlé la semaine dernière, on en reparle cette semaine puisqu'ils ont... Ils gagnent tout le temps. Ils enchaînent les victoires, mais Bisson n'est qu'à 4 points. Bisson, c'est 34 buts marqués, donc 5 de plus que Differdange. Strassen, il gagne, ils reviennent et à un point. Strassen sont également... voilà, et s'ils gagnent, effectivement, ils reviennent. Et chez eux, c'est 5 matchs, 5 victoires, 18 buts marqués, 0 encaissés, donc pas mal. Et Differdange, seulement 2 buts encaissés à l'extérieur. C'est la meilleure équipe. C'est le choc. C'est vraiment le choc. Ouais. Donc évidemment, c'est pour vous teaser ce match de demain soir. Mais bon, on regarde quand même dans le rétro si on est Pedro Silva ? Pas encore, mais je pense, comme Boris a dit, le tournant c'est demain. S'ils perdent demain et que ça resserre forcément le groupe de tête, là on commencera à y penser. Ouais. Mais c'est sûr que s'il y a victoire et qu'ils prennent de l'avance, je pense que c'est trop tôt pour commencer à regarder derrière. Faut qu'ils fassent leur saison, qu'ils fassent leur match, qu'ils avancent et courant mars, tu vois où t'en es au classement. Avant de donner la parole à Manu, Boris, tu as regardé un peu le calendrier, ce qui attendait Differdange notamment sur la deuxième partie de saison. Ouais, bah en fait, moi j'aime bien les scénarios, les films hollywoodiens. Et donc j'ai un scénario où le titre se joue sur la dernière journée Bisson Differdange. Ce serait exceptionnel. Mais je pense que le coach Pedro Silva, lui, il signerait pas trop pour ça. Et s'ils finissent avec 10 points d'avance... et le coach Stefano Ferreira, t'en parlerais pas non plus. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, oui, intéressant. Mais il y a un film, moi je me suis fait un petit film où le titre se joue à la dernière journée, ça pourrait être sympa. Bon, Manu, toi qui as affronté ces deux équipes, ces trois mes équipes même avec Bisson, est-ce que tu penses qu'il y a du danger pour Differdange ou c'est vraiment trop fort encore cette année ? Il y a du danger. Pour moi, ils ont encore une petite marge. Ouais. La marge du vainqueur, du champion, qui s'acquiert justement saison après saison. Cette marge, je pense que cette saison, elle est un peu plus réduite. Maintenant, il y a un gros tournant contre Strassen. J'ai envie de dire, j'espère que Strassen gagne pour que la deuxième partie de saison soit plus palpitante. Et peut-être pour avoir un scénario hollywoodien à la fin de la saison, ce serait pour les supporters en tout cas fun. Mais je pense qu'ils ont encore un peu de marge. On pourra peut-être mieux répondre à ta question demain soir. Bon, bah oui, j'imagine bien. On revient demain. Allez, pour le rappeler avec des chiffres, ce que tu as dit, Boris, c'est tout à fait exact. Il ne faut pas oublier que c'est maintenant 1000 jours à domicile sans défaite, par exemple, pour Differdange. C'est énorme. assez incroyable. C'est quand même costaud. Pour être souligné. Nous allons passer maintenant au News Express avec un certain nombre d'informations. Alors, messieurs, je vous les donne en vrac. Vous me dites ce qu'on retient, ce qu'on ne retient pas, ce qu'on met à la poubelle. Évidemment, jamais rien, puisque je choisis mes sujets avec énormément de professionnalisme. Et on va commencer par les routes Levinon, donc les filles de Dan Santos, qui sont allées jouer 2 derniers matchs à Chypre pour clore leur saison. Et Dan Santos l'avait un peu dit, c'est comme un barrage, un play-off. Je veux qu'à la fin, on ait gagné cette double confrontation. Eh bien, c'est chose faite, puisque après avoir vécu une première défaite, 3-2, et notamment des buts de Amy Thompson et Kirps, eh bien, les filles de Dan Santos se sont imposées lors du match retour avec des buts notamment de Dietrich et de Santos. Bah, moi je trouve que c'est super parce qu'en fait ça vient clôturer de la meilleure des manières une année 2025 qui, on le rappelle encore une fois, mais historique pour le foot féminin luxembourgeois. Une montée en Ligue B, beaucoup de victoires, des belles rencontres. Et puis le symbole de tout ça, c'est Anna Dietrich, à peine 16 ans, qui inscrit son premier but pour sa deuxième sélection, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça vient récompenser aussi tout ce que Dan Santos met en place avec ses filles. Beaucoup de jeunes joueuses qui ont du temps de jeu et mine de rien, qui arrivent à se mettre au niveau. Et
c'est une super nouvelle et on attend avec impatience, même si évidemment ce sera sera tout compliqué. autre niveau, mais les matchs de Ligue B pour prendre encore un peu d'expérience. Ouais. Contre la Belgique, l'Écosse et Israël. Ouais, là, ça va être plus dur. Ouais. Allez, on passe à la promotion d'honneur, puisqu'il n'y avait pas que de la BGL League le week-end dernier. Je rappelle qu'au classement, pour l'instant, le Fola, qui a un match en avance, compte 3 points d'avance sur Rumelange, étonnant deuxième, devant Vils, Feulen, Ettelbruck et Valferdange, qui sont tous à 24 points. Il y a derrière encore Bétambourg à 23 points. Enfin, tu l'avais dit la semaine dernière, ça va vraiment être serré en PH. Ouais, tu gagnes 2 matchs, tu gagnes 6 places, t'en perds 2, tu en perds 6. Donc voilà, attention, moi je retiens aussi la chute dans la vallée de Monderkange, là c'est quand même dur, alors qu'au début de saison ils étaient premiers, là ils perdent beaucoup. Ils ont pris 6 par Feulen. Ils en prennent 6. Grosso modo, après les Cadors, les équipes qui sont descendues sont à peu près là au contact. T'as Rumelange qui, sur les dernières saisons, Berbourg aussi qui joue un peu les troubles fêtes. Mais comme dit, ça va se jouer à la dynamique et ça rappelle un peu, pas la saison précédente, mais celle d'encore avant où à la fin c'était joué dans un mouchoir de Et poche. on rappelle que là, comme en BGL League, ce sera une semaine anglaise, donc avec 2 matchs clés, donc 6 points à prendre et ça peut vraiment rebattre les cartes. On en parlera évidemment lundi prochain, tout comme de la Ligue 1 Dames, puisque va se jouer ce samedi la 11e journée avec Junglinster Mammer, Bétambourg, Diekirch, Wormeldange, L, Differdange-Kergeng et le match tant attendu Racing Espérange à 19h samedi. On passe aux routes Leven cette fois-ci avec Léo Barreiro, héros du Benfica de Lisbonne en Champions League. Ouais, c'est cool parce que ça faisait, je crois, 4 ans depuis le but de Sébatil, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y avait pas un Luxembourgeois qui avait marqué en Ligue des Champions. C'était le deuxième. C'était le deuxième seulement. Je crois que Sébatil, c'est la frappe dingue qui met à Bernabéu, donc difficile à oublier. Un match complètement dingue. Mais en plus, le but que met Léo est vraiment un beau but. En fin de match, où tu vois qu'il a encore du gaz, il sollicite le 1-2. Il était titulaire. Hein. Il était titulaire. Il a été élu par les gros médias portugais meilleur joueur du match. Donc pareil, ça donne du crédit et un peu de relief à sa prestation aux yeux du coach. Et là, c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 absents à Benfica, mais du coup, il enchaîne, il joue, il a du temps de jeu. Encore titulaire ce Exactement, week-end. donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les routes Leven, même si, évidemment, c'est pas tout de suite qui va reporter maillot luxembourgeois, puisque les prochains matchs sont en C'était mars. un but ô combien important, parce que c'était clair. Benfica, 35e de Ligue des Champions, qui se déplaçait chez le 36e, donc il fallait aussi lancer sa campagne, et avec ce but salvateur à la dernière minute. On y croit encore de passer cette phase de Ligue ? Et je crois qu'ils jouent quand même des grosses équipes, ils ont la Juve, ils ont le Real. Je pense la que le Juve, cut, c'est vrai que la Juve, c'est plus ce que c'était, mais le cut, je pense, va être peut-être à 10 points pour être sûr, donc faut faire... Un éclair de génie de Barreiro pour envoyer Benfica en ça barrage. serait beau, on aimerait bien. Ce serait beau. On aimerait bien. Un peu compliqué. Ça va être dur, mais on a envie d'y croire. Ouais. Bon, il y a un deuxième route Leven qui a fait parler de lui, c'est Vaïd Selimovic, puisque après un énième carton rouge, son président au FC Hermannstadt a décidé de mettre fin à leur collaboration, aux grandes dames de l'entraîneur. C'était couru d'avance après avoir vu Selimovic à Hermannstadt ou chez les routes Leven, ou bien allez, il va vite rebondir. Je pense qu'il va retrouver un club. Ça reste un défenseur, certes rugueux, mais qui a un bon niveau, qui joue en professionnel depuis plusieurs saisons. Titulaire. Qui joue ses matchs. La Roumanie, alors il joue pas dans le meilleur club roumain, mais ça reste un championnat qui est ok, quoi. Oui, c'est pro, ça Voilà, c'est ça, c'est d'Europe. 25-30e championnat européen, ça reste plutôt honnête. Donc à voir où il va rebondir, mais je me fais pas trop de soucis. Ouais, puis la fenêtre de transfert va s'ouvrir, donc ça, aussi les clubs vont se mettre sur le marché. Les Ouais. bons coups, quoi. Bon, très bien. Alors, et on lui souhaite de retrouver un club très vite si l'information venait à se confirmer. Bien, merci messieurs d'avoir été avec moi sur le plateau. Évidemment, un énorme merci à Manu Lapierre Merci à vous. pour être venu. Alors, j'en profite parce que là, il est encore avec la jeunesse sous contrat. Il fait partie de l'ensemble des acteurs de cette BGL League. Évidemment, on espéra le voir, même s'il a raccroché les crampons au dribble d'or en fin de saison. Avec plaisir. Il sera là. Avec plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour les deux matchs là ? Donc, tu avais dit 3 points minimum, mais On va pas être gourmand. 3 points sera parfait. 3 points. 3 points. Thomas, merci beaucoup. On Merci se à toi. rejoint, dès la semaine Dès prochaine, lundi, ouais. dès lundi, avec l'ami Boris Saint-Jalm. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine de foot, et il va y en avoir, puisque rendez-vous tous sur les terrains de BGL League, mercredi et dimanche. Allez, à bientôt, bye bye. Ciao. Ciao. Genèse.